Bien, nous allons passer à la deuxième table ronde de cette journée de critique des médias, donc sur les transformations possibles, souhaitables des médias. Donc, avec Fernando Malverde, donc, journaliste à France 3 et membre du SNJ-CGT, élu au CCE de France Télévisions et qui nous parlera des transformations possibles dans le domaine de la télévision. Voilà, donc, excusez-nous. Donc, nous aurons également Pierre Baron, donc animateur à Fréquence Paris Pluriel et sociologue, qui évoquera l'expérience de son média, une radio indépendante proche des luttes sociales. Et enfin, Martin Coutelier, adhérent d'Acrimed, qui développera le point de vue d'Acrimed donc sur la transformation des médias. Voilà, Fernando en premier. Bonjour, merci de cette invitation. Je suis aussi membre d'Acrimed et c'est à ce titre aussi que je suis là. C'est un exercice qui n'est pas évident pour moi parce que d'une part, je pensais participer à un débat et c'est que ce matin que j'ai appris que je devais faire une introduction, donc je vais la faire avec toute la modestie qui sied, en disant peut-être au départ une petite remarque, disons, critique que je vais faire sur la façon dont les associations critiques, et on a beaucoup parlé tout à l'heure de cette extension du domaine de la critique qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir comment il faut aujourd'hui réagir face à ce développement de la critique. Je disais tout à l'heure à Henri Mahler que l'association qu'il a créée aujourd'hui est composée pour la plupart de gens qui sont plus jeunes que l'association. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que des gens qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, beaucoup d'entre eux en tout cas, font partie de cette association et à qui on souhaite longue vie. Je ferai une remarque un peu générale sur le fait que la plupart des critiques des médias sont, d'après moi, un peu trop focalisés sur les éditorialistes et sur les irritants qu'on voit tous quand on écoute la télé, quand on écoute la radio. Je le vois moi comme reporter aussi, qui est dans cette pratique tous les jours, de faire du reportage un peu, parfois comme ce que j'ai vu là. C'est qu'on nous reproche très souvent l'éditorialiste de François Langlais de la veille ou le parti pris de Pujadas. Et c'est quelque chose de tout à fait audible et que nous faisons partie. Je fais partie d'un syndicat et tout à l'heure ça a été dit aussi. Il y a des enjeux de bagarre idéologique à l'intérieur des rédactions, des enjeux aussi éditoriaux qui se jouent tous les jours. Tous les jours on est dans des conflits pour faire passer plutôt cette idée que c'est celle-là, pour faire passer... voilà, par exemple François Langlais, ça fait partie des gens où... ça nous insupporte qu'il soit omniprésent dans les éditos de France 2, qu'il soit aujourd'hui sur France Info, qu'il n'y ait que cette pensée-là qui s'exprime. On aimerait effectivement que le carnet d'adresses des éditorialistes soit un peu plus, de ceux qui les invitent, soit un peu plus fourni. Mais je pense que cette critique des irritants, c'est-à-dire des éditorialistes et des chefferies éditoriales de la télévision ou de la radio publique ne doit pas être l'arbre qui cache toute la forêt de ce qu'est l'ensemble de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, je le dirais par métaphore, imaginez qu'est-ce que ce serait le paysage audiovisuel si en France il n'y avait ni France Inter, ni France 2, ni France 3, ni France 5, ni France 4, ni France Culture, ni France Musique, etc. Donc, c'est effectivement David Pujadas, c'est effectivement François Langlais, mais c'est aussi l'Instant Meurice, c'est aussi Cache Investigation, c'est aussi les documentaires, c'est aussi des émissions de divertissement qui s'adressent à l'ensemble du public, qui s'adressent aussi, disons, pas simplement aux gens qui ont, comme nous, un regard qui est affûté par un regard politique, mais qui s'adresse à l'ensemble de la population. France Télévisions, ce sont 5 chaînes nationales. Une chaîne aujourd'hui d'infos en continu. Ce sont 120 implantations en métropole, dans l'outre-mer. Radio France, c'est 6 chaînes nationales. C'est 44 implantations, 2 chœurs, 2 orchestres. C'est aussi la télévision publique, c'est
France Média Monde, qui s'adresse au monde entier dans 3 langues différentes. Ce sont aussi TV5, l'INA, Arte, etc. C'est 17 000 salariés, c'est près de 5 000 journalistes qui sont aujourd'hui financés par notre argent, par la redevance, qui sont financés par l'État qui joue un rôle à la fois d'organisateur de l'audiovisuel, mais aussi de financeur et de stratège. Et donc, ce pôle très important de l'audiovisuel qui existe encore dans le secteur public, c'est très important qu'il continue à exister et qu'on n'imagine pas un paysage uniquement cédé entre les mains du marché. Donc c'est ça qui me semble important comme message, c'est de dire que la télévision, c'est effectivement quelques éditorialistes ou quelques chefferies qui peuvent nous indisposer, mais c'est aussi une fonction sociale très importante qu'il faut préserver. C'est aussi une fonction de lien social, c'est aussi une fonction de divertissement, c'est aussi une fonction d'éducation, c'est aussi une fenêtre sur le monde, et on ne peut pas imaginer que cet ensemble soit totalement dévolu uniquement aux mains des Bolloré, des Bouygues ou des multinationales qui aujourd'hui ont des dimensions internationales. C'est très important de se réapproprier ce secteur et de se dire que c'est un bien public, que nous en sommes tous, disons, d'une certaine façon propriétaires, et qu'il est important de remettre cette question de l'audiovisuel public comme une question politique, comme une question dont devraient prendre en compte tous ceux qui aspirent aujourd'hui à changer la société, qui aspirent à la démocratiser, qui aspirent, pourquoi pas, à gouverner. Aujourd'hui, la télévision publique, elle est menacée de toutes parts. C'est un processus qui a commencé il y a une trentaine d'années de dérégulation, de destruction méthodique de l'espace public, et la télévision en fait partie. Il y a toutes les attaques qu'on a bien vues dans tous les secteurs, que soit celui de la santé, de l'éducation, des transports et compagnie, où il y a eu une offensive du libéralisme qui a commencé il y a une trentaine d'années, qui a attaqué ce secteur avec des phases successives. Et toute l'idéologie aujourd'hui des libéraux, c'est de dire que le marché fait tout ça très bien, et c'est presque pour eux une anomalie qui est encore un secteur public, qui est encore un grand domaine de la télévision et de la radio, qui échappe aux logiques du marché. Et tout mon propos, ça va être de dire ça, de dire il y a ces irritants dont on a déjà parlé, qui sont bien évidemment très importants, mais il y a les conditions économiques de l'exercice, pas simplement de cette profession. Je tiens à préciser que ce n'est pas que le journalisme dont j'ai envie de parler, ce n'est pas que du journalisme, c'est de l'audiovisuel en général, c'est de la télévision en général. J'ai coutume de dire qu'on aime ou on n'aime pas la télévision, mais c'est un fait aujourd'hui, qui est un fait sur lequel on ne reviendra pas en arrière. J'ai l'habitude de dire, en temps cumulé sur l'espace, sur une vie entière, regarder un écran, c'est la deuxième activité humaine derrière le sommeil. On commence à regarder la télévision à l'âge de 4 ans, on finit à sa mort. Imagine-t-on que cette emprise des écrans, cette emprise de ce qu'est la télévision, c'est-à-dire de la fabrication de l'imaginaire, de l'information, du divertissement, soit totalement soumis à la logique du marché, soit totalement soumis à ceux qui considèrent que la télévision n'est que du temps de cerveau humain qu'il faut utiliser pour le vendre à Coca-Cola. Donc il y a un enjeu de société autour des écrans qui est, à mon avis, fondamental. J'élargirai ça d'ailleurs, y compris aujourd'hui à la façon dont on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, je disais plus de 3h30 de consommation quotidienne sur la télévision ou la radio, mais on ajoute à ça les autres écrans, c'est-à-dire Internet, c'est l'équivalent, pareil, sur les smartphones, les mobiles, les tablettes.
c'est l'équivalent de 3 heures aussi de consommation quotidienne. Et bien évidemment, tous ces outils véhiculent de l'information, véhiculent de l'idéologie, véhiculent de l'éducation, et que les logiques du marché ne doivent pas être les seules qui s'imposent dans ces outils. Et c'est une question qui est fondamentale parce que fabriquer de la télévision, fabriquer des contenus, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et fabriquer des contenus de qualité, ça coûte encore plus cher. On a donné des exemples tout à l'heure, bon, sous la forme de la pastiche et de l'humour. On sait très bien que l'information qui va être une information, disons, qui va apporter quelque chose de plus, c'est du temps, et c'est des processus de travail qui sont complexes, et qui sont des processus de travail qui demandent beaucoup de moyens. Et ça, on sait le libéralisme l'a parfaitement compris, c'est pour lui d'ailleurs aussi une source de profit, et c'est quelque chose qui est un irritant pour lui, que cette activité, elle soit encore pour partie dévolue au secteur public. C'est intéressant de revenir d'ailleurs sur l'histoire de l'audiovisuel, comment ça s'est construit. Dans tous les pays du monde, pratiquement, ça s'est construit sous la forme de monopole d'État. Il y a un seul exemple qui est différent, c'est celui des États-Unis. Où aux États-Unis, la télévision s'est tout de suite construite comme des monopoles, comme des grandes entreprises privées, dont la plupart d'ailleurs, comme NBC ou ABC, appartenaient à des fabricants d'armes. Dans tous les autres pays au monde, la télévision et la radio, au départ, étaient des monopoles publics. Pourquoi ? Parce que c'était des enjeux pour tous les pays d'identité nationale, c'était des enjeux aussi d'appartenance, et c'était des enjeux aussi, bien évidemment, de contrôle. Et la France n'a pas échappé à cette règle-là, la télévision, et aussi parce qu'il y avait d'énormes investissements nécessaires pour développer ces activités. La France a eu une phase de développement de la télévision avec des investissements publics très importants, et de la radio. C'était l'époque de l'ORTF, où il y avait une situation de monopole total, à la fois sur la radio et la télévision. Et on a commencé le processus de libéralisation de la télévision et de la radio, on l'a commencé en 1974 avec l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir. C'est la première mesure qu'il a prise quand il est arrivé. Il est arrivé en mai 1974 au pouvoir, et la première loi qu'il a fait quelques mois après, pendant l'été, ça a été l'éclatement de l'ORTF. Il y avait deux enjeux pour eux, pour le libéral qui était Giscard, qui était un libéral, on va dire, un peu avant l'heure, parce qu'après, le déploiement du libéralisme a réellement commencé dans les années 80. Mais Giscard d'Estaing, qui était une des figures intellectuelles du libéralisme en France, a voulu, par l'éclatement de l'ORTF, mettre en place les conditions de la privatisation de ces chaînes à venir, de leur mise en concurrence. Et aussi, il y avait un deuxième aspect qui n'est pas négligeable, changer la logique de la fabrication des contenus. Je parle des programmes de fiction, les documentaires, les séries, les feuilletons de l'époque. Il y avait un paradoxe en France à cette époque-là, c'est que l'État a beaucoup investi sur la télévision. Il y avait un contrôle de l'information qui est très connu. Je veux dire, tout le monde connaît cette anecdote de Pierre Fitt, ministre de l'Information, qui va sur le plateau du 20h pour dire voilà, la ligne éditoriale du journal maintenant sera ça, et il est interviewé avec une obséquiosité caricaturale de par Léon Zitrone à l'époque. Et tout le monde a en tête effectivement la mainmise du pouvoir, très autoritaire et très méthodique sur l'information. Je vous donne une anecdote. Chaque jour, quand on fait un journal télévisé, on fait un conducteur du journal où on aligne la liste des sujets et de quoi vont parler les sujets. À l'époque, ces conducteurs, y compris en région, dans les stations régionales de France 3, étaient envoyés par fax à la préfecture ou au niveau national, dans les chaînes nationales de l'époque, dans
d'une cellule assez secrète d'ailleurs d'un ministère, hein, qui était le service de liaison interministérielle pour l'information, et qui validait les sujets, et il validait y compris le fait que les sujets aient du son ou pas, parce que quand on allait faire, des fois on était obligé, je parle de nos anciens, hein, qui faisaient le journalisme de cette époque-là, quand on faisait un conflit social par exemple, on pouvait entendre les slogans s'il y avait du son. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de son. Ça allait jusqu'à ce point de détail dans la façon dont on censurait l'information, où on la contrôlait. Je ne parle même pas du mode de recrutement des journalistes, où pratiquement tous les journalistes, c'est tous de droite, et gaullistes, de façon extrêmement engagée, on va dire. Et des gens comme El Kabbach étaient déjà journalistes à l'époque, ou PPDA, dont je rappelle pour l'anecdote qu'il était il a toujours dit je n'ai eu qu'une carte dans ma vie, c'est ma carte de presse, sauf qu'il était aussi secrétaire général des jeunesses giscardiennes. Et ça on l'a tous, tout le monde l'a oublié, mais c'était quelqu'un de... Et les journalistes étaient très, très marqués politiquement et très fidèles au général. Mais en même temps, l'ORTF était un endroit où on fabriquait beaucoup de fiction, beaucoup de séries, et on les fabriquait en interne. Et il y avait tout un pôle de réalisateurs qui venaient pour la plupart, qui étaient proches du Parti communiste, voire communistes, et qui étaient dans la tradition de l'éducation populaire, du théâtre de Jean Vilar, et de cette idée que la télé était un outil neuf, était un outil qui devait servir aussi à éduquer, à divertir, et à apporter aux Français leur propre histoire. Donc il y avait des feuilletons. Thierry Lafronde, c'était une espèce de héros populaire, une espèce de Robin des Bois. La caméra explore le temps, avec des choses qui ont apporté beaucoup à la mémoire collective sur l'histoire de la Révolution française. Des héros comme Jacou le Croquant, qui était presque toute l'équipe qui a fait cette série, ils étaient presque tous communistes, qui était un héros populaire, révolté contre le système féodal, etc. Il fallait aussi, quand on a éclaté l'ORTF, en finir avec cette culture-là, cette culture des réalisateurs qui avaient un peu trop pris au pied de la lettre l'idée de se servir de cet outil pour, au sens positif du terme, apporter de la culture et de l'éducation et de la mémoire aussi aux téléspectateurs. Et il fallait aussi casser la forteresse syndicale. Donc ça, c'était les grandes idées qui ont amené à l'éclatement de l'ORTF. Ça, c'est la première étape. Ça a continué dans les années 80 avec l'arrivée du libéralisme. Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, et chez nous, la conversion au libéralisme du début des années 80, 83. Alors il y a une première phase, c'est l'ouverture au privé, avec... toutes les radios libres, pour l'instant et puis quelques chaînes privées qu'avait autorisé Mitterrand. Et puis il y a eu un moment un peu clé, quand même important, dans cette phase de déconstruction du secteur public. C'est la privatisation de TF1, qui était le navire amiral de la télévision publique et qui a été privatisé par la droite en 85. On est le seul pays au monde où on a fait se développer le secteur privé par le démantèlement de la télévision publique. Même l'Angleterre de Madame Thatcher n'a pas touché à la BBC, qui est resté un ensemble cohérent avec à la fois la radio, la télévision et un secteur de production considérable. Les autres étapes du démantèlement et la BBC reste encore un exemple mondial, me semble-t-il, d'une télévision de référence et d'une télévision de qualité. Une autre étape importante de ce processus de libéralisation du secteur audiovisuel, c'est 1990. Là, la gauche est au pouvoir, et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, il y a une espèce de continuité entre ce que j'appelle les libéraux, c'est-à-dire à la fois la droite libérale et les sociaux-libéraux, il n'y a jamais eu de rupture en fait dans les politiques menées. Je parle de secteur que je connais le mieux, mais on pourrait parler d'autres secteurs, c'est exactement la même chose. De libéralisation du secteur par l'émergence du secteur privé. C'est sur les décombres de l'ORTF qu'on a construit le secteur privé. Et en 1990, il y a les fameux décrets TASCA qui ont été je vous en parlerai tout à l'heure, qui ont été, très structurants pour l'écosystème de la télévision et dont on subit encore les conséquences aujourd'hui d'une façon, d'après moi, très, très, très dangereuse.
Décret TASCA, je reviendrai tout à l'heure pour éclairer un peu sur de quoi s'agit-il à travers les décrets TASCA. Autre étape importante de ce processus de démantèlement de la télévision publique, la fin de la SFP, donc la Société Française de Production, qui était cet outil de fabrication des contenus, des programmes, des séries, des fictions, qui a été vendu pratiquement pour l'euro symbolique en 2001, par qui? Par Lionel Jospin, malheureusement, qui a cédé ça à qui? À Bolloré. Bolloré a commencé à construire son empire média, parce qu'il a un empire qui est bien plus vaste que les médias, mais le début de son empire média était construit sur pratiquement la vente à l'euro symbolique de la Société Française de Production, qui a fait que du jour au lendemain, il s'est retrouvé en position de monopole sur tous les studios de la région parisienne. Donc tous les studios qui fabriquent toutes les émissions que vous voyez sur toutes les chaînes sont faits par les studios qui appartiennent à Bolloré. Et ça s'est produit en 2001. Autre étape très importante de la fragilisation de l'audiovisuel public, c'est 2008 avec l'annonce par Nicolas Sarkozy de la suppression de la publicité sur France Télévisions. Annonce qui a conduit du jour au lendemain à faire de la télévision publique, de France Télévisions, un géant au pied d'argile, puisque son modèle économique est très fragile aujourd'hui. Il a perdu la ressource, 450 millions d'euros. Alors, la publicité, c'est un vrai problème. Et je ne cache pas que moi, je fais partie de ceux qui toujours ont dit on préfère un audiovisuel public sans publicité. Mais il faut une ressource complémentaire. C'est-à-dire que si on enlève la publicité, et c'est ce que TF1 à l'époque avait appelé l'effet d'aubaine, moi, me fait un cadeau, je le prends, avait dit Patrick Lelay à l'époque. 450 millions d'euros, c'est une somme considérable qui va vers le secteur privé. Donc si on supprime la publicité sur la télévision, eh bien, quelle est la source de financement qu'on met à la place? Ça, c'est vraiment une question. Et c'est une question politique qui d'ailleurs est aujourd'hui reposée avec la campagne électorale. Les programmes des candidats autour de la télé, il faut qu'ils donnent un avis là-dessus. En termes de grandeur, je rappelle que la télévision, c'est un budget, aujourd'hui, c'est un budget qui frise, que la télévision, qui frise 3 milliards d'euros. C'est un budget considérable. C'est 17 000 salariés, l'audiovisuel public. C'est un secteur qui fait vivre 100 000 personnes par plusieurs systèmes. À la fois par le système des salaires directs, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, la télé publique, c'est France Télévisions, c'est Radio France. C'est toutes les chaînes que pratiquement tous, même si vous êtes critique par rapport au contenu du journal, que vous regardez et qui vous alimente aussi. Mais c'est aussi la radio, et c'est aussi, etc. Et c'est aussi le principal financeur de l'ensemble des productions. Par exemple, France Télévisions finance 60% des documentaires dans ce pays. C'est-à-dire que le documentaire n'existe pas sans la télévision publique. C'est non seulement le plus grand secteur d'emploi des journalistes, hein, le secteur public, mais c'est aussi c'est l'argent public qui finance l'essentiel de la production cinéma et documentaire. Donc c'est des enjeux effectivement très importants d'avoir ce financement-là et de le préserver. Un mot sur les décrets TASCA. Décrets TASCA, c'est des décrets qui obligent la télévision publique à acheter à l'extérieur tous ses programmes. Il y a quelques mois encore, la télé publique, tous ces programmes, je parle des programmes, ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire documentaire fiction, la loi interdit à la télé publique de les fabriquer avec son propre personnel. Elle l'oblige, c'est les décrets TASCA, elle l'oblige à l'acheter à des producteurs privés. On ne fabriquait jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, la loi imposait d'acheter 95% de sa production à l'extérieur. On n'en fabriquait de fait que 2,5%. Tout ce que vous voyez à la télé comme émission, à part le journal télévisé, la météo en gros, tout ce que vous voyez est fait par des producteurs privés. Il y a des marges énormes qui se font. Il y a beaucoup de fortunes qui se font autour de ce marché. Et tout à l'heure, je disais que ça employait de façon indirecte 100 000 personnes par le système de l'intermittence. C'est-à-dire que c'est une forme de... L'État, d'une certaine façon, réguler ce secteur-là en disant, bon, eh ben, il y a d'une part le financement direct, mais il y a aussi, d'autre part, le système de l'intermittence, qui est une forme de répartition par le système des caisses qui sont
en partie payé par les autres secteurs industriels que les secteurs audiovisuels. Hein. Mais ce secteur, en fait, l'État stratège joue un rôle fondamental. Et de la même façon qu'il joue un rôle fondamental sur la presse écrite. Pierre Rimbert, qui a fait un travail remarquable d'analyse de ce secteur-là, montre que l'État a un rôle fondamental sur la régulation de ce secteur. C'est 1,6 milliard chaque année qui est donné en aide à la presse. De l'argent, tout ça, c'est de l'argent public. C'est-à-dire que l'argent public qui sert, d'une certaine façon, à alimenter l'audiovisuel, la radio et la presse écrite, c'est presque 7 milliards chaque année. C'est une somme énorme, considérable. On ne peut pas être complètement, comment dire, s'abstenir de tout regard là-dessus, parce que tout cet écosystème, c'est du bien public. C'est du bien public. Et je ne crois pas, que la critique des médias doit se contenter de dire eh bien, on va développer des médias alternatifs et on va nous s'exprimer par Internet, même s'il y a des tentations de se dire eh bien, on va contourner le problème en créant nos propres médias, et y compris tout à l'heure j'entendais des choses très intéressantes sur la fachosphère, parce que eux ils ont ce parti pris de se dire on a peu d'argent donc on va faire circuler nos idées de façon je dirais horizontale. Par le biais d'Internet. Et certains pensent qu'effectivement, la solution, c'est de se dire, eh bien, on va créer nos propres médias, comme par exemple, y compris, je trouve que c'est normal que le mouvement social, que les associations fabriquent leurs propres médias de façon plus ou moins, avec plus ou moins de financement, mais et c'est un enjeu aussi, effectivement, qui est un financement, une façon de réguler tout cet argent dont je parlais tout à l'heure, et qu'une partie aille vers les mouvements associatifs et que, par exemple, les aides à la presse aillent plus vers la presse de contenu que vers Mickey ou vers des journaux dont les aides dépendent du poids du journal. Donc plus on a de pubs, en gros, et plus on a de l'aide qui vient de l'État. Donc ça, c'est des vraies questions. C'est des questions politiques. Et c'est des questions de régulation, c'est des questions d'intervention de la puissance publique. Et quand je dis la puissance publique, c'est qui? C'est nous. C'est nous, citoyens. Tout ça, c'est du bien commun, ça nous appartient. On a notre mot à dire sur cet écosystème, puisque nous le subissons d'une certaine façon. Des fois aussi, ça nous apporte des choses, parce que je reviens sur mon introduction, puis je vais m'arrêter là. Il me semble important d'avoir un regard balancé sur ça. Parce que, encore une fois, Pujadas, c'est un irritant, l'anglais, c'est un irritant, mais c'est des choses sur lesquelles on doit intervenir. Mais l'existence même d'un média public et qui soit bien financier, qui participe du lien social et qui nous appartient à tous, c'est des enjeux politiques. Je terminerai juste quelque chose par rapport à la façon dont fonctionne l'idéologie dans les... C'est un sujet que j'aime pas trop aborder parce qu'il est, me semble-t-il, assez compliqué. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est dans des rédactions, on a, je disais tout à l'heure, 2900 journalistes à France Télévisions. C'est pas juste Pujadas, il y a 2900 journalistes. Il y a des fonctionnements qui fonctionnent de façon très pyramidale. Et que quand on change un chef, ça peut par ruissellement changer beaucoup de choses. Et il y a des inflexions éditoriales qu'on peut apporter quand on change les hiérarchies. Parce qu'on est dans des systèmes très pyramidaux, très hiérarchisés, et où il peut y avoir des tas de conflits internes. La CGT est le premier syndicat à Radio France, à France Télévisions, et de loin, mais on a très peu de responsables, très peu de rédacteurs en chef, zéro pratiquement, zéro responsable dans toutes les rédactions confondues. Donc, voilà. Après, on change les hiérarchies et ça peut infléchir des lignes éditoriales. Je donnais un exemple tout à l'heure en disant, regardez la différence qu'il y a entre envoyé spécial avant, envoyé spécial aujourd'hui, parce qu'Élise Lucet, aujourd'hui, est en charge de cette émission et de Cache Investigation. La tonalité de ces émissions, ça pour nous, ça représente ce que devrait être le journalisme. C'est des normes journalistiques qu'on a envie de défendre, et on a envie, elle sait aujourd'hui que son temps est peut-être limité et que tout dépend de la prochaine élection, mais comme disait le Canard enchaîné, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et aujourd'hui elle a eu le feu vert en gros pour mettre
ses émissions à l'antenne et de s'entourer des gens. Et ces compétences-là, elles existent, il n'y a pas de problème. On peut faire ce journalisme-là aussi. Hein. Il y a des inflexions qui peuvent être données et ça génère des formes de normes journalistiques qui influencent l'ensemble de la profession, qui influencent y compris les autres médias. Aujourd'hui, on voit des choses qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelque temps. Tout à l'heure, on a parlé de Fillon. Fillon, c'est traité, y compris par la télé publique, c'est traité. Il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là. Les choses peuvent évoluer, bien évidemment. Les choses peuvent changer. Mais... Fernando, il faut conclure. Là. Ok. Voilà, tout ça pour dire que il me semble important d'avoir en tête qu'il y a de l'intervention publique possible. Et ça peut aussi jouer sur l'ensemble, sur le paysage. Merci Fernando pour ce tableau. Et la parole est à Pierre Baron, donc animateur à Fréquence Paris Pluriel. Alors on va peut-être changer un peu de catégorie, puisque nous, on a 5 salariés et 140 000 € de budget annuel. Mais on va essayer d'établir un dialogue. Je vais vous parler donc de Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio associative qu'on trouve en Ile-de-France sur le 106.3 sur la bande FM. Et donc Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio qui est née en 1992. C'est né 11 ans après l'explosion des radios libres. Ça se fait dans un contexte, la naissance, qui est pas inintéressant, c'est que 11 ans après l'explosion des radios libres, puis la loi de 83, si je ne me trompe pas, qui va régulariser, qui va essayer de mettre un peu d'ordre dans ces radios qui ont explosé, la quasi-totalité des radios libres, donc non commerciales, à ce sens-là, ont disparu. Je crois qu'en 92, il reste Radio Libertaire et peut-être à Ligre. Toutes les autres radios sont soit mortes, soit ont été absorbées par le système commercial, sont devenues des radios commerciales, ce qui a donné naissance à des réseaux tels que Énergie, etc. Et du coup... il y a eu à cette époque-là la possibilité de faire renaître, parce que c'est comme d'anciens projets qui se sont réinterprétés, faire renaître une émission, donc il y a 25, une antenne, une radio, il y a 25 ans, une radio sans publicité, il n'y a jamais de publicité sur l'antenne, pas même les publicités institutionnelles pour faire son service militaire ou pour lutter contre la mucoviscidose, des trucs comme ça. Alors juste, je disais, le budget annuel, pour qu'on voit de quoi on parle, c'est 140 000 €. J'ai regardé, on a trouvé un point de repère. Notre budget annuel, c'est le coût d'une émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché en moyenne. Voilà, nous on émet 24 heures sur 24, 7 jours, c'est pas une antenne partagée, voilà, c'est émet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc la radio accueille à peu près une centaine d'émissions qui ont des périodicités différentes, ça va de quasi quotidienne à mensuelle, mensuelle, et puis avec d'une demi-heure à 2 heures ou 2 heures et demie, voilà, il y a à peu près tout type de format, etc. Alors, en termes d'organisation, si on essaie de voir un peu comment fonctionne un média alternatif, un média indépendant, on a tout de même des contraintes financières, économiques. Donc, royalement, on a 5 permanents qui sont tous sur des contrats précaires, CUI, CAE, des dispositifs d'aide pour des gens en situation difficile, etc. Et ça fait, juste pour qu'on voit un peu dans quelle précarité on est, les gens en ce moment sont payés 692 € par mois. C'est-à-dire que si par exemple ils économisaient tout leur argent, et au bout de 11 mois ils pourraient s'acheter le même costume que Fillon. Donc voilà, on est aussi sur des choses assez précaires comme ça, sachant qu'on a les frais de diffusion. Tout bêtement, on a une antenne qui émet depuis les toits de la place des Fêtes sur l'Île-de-France. Ça représente 35 à 40% de notre budget, juste pour que techniquement ça parte, les ondes partent en FM pour qu'on puisse recevoir cette radio. Alors,
au-delà de ces contraintes-là, sur ce qu'il y a sur l'antenne, alors je ne vais vous parler de FPP, mais Fréquence Paris Pluriel, c'est une des radios de ce type-là, un peu issue de cette histoire des radios libres. Il en existe plusieurs dizaines en France. D'ailleurs, on travaille, on échange des programmes, on échange des expériences. C'est une sorte de média participatif et populaire, comme on pourrait le dire. La totalité des émissions sont faites par des gens dont c'est pas le métier. C'est un des choix. En premier lieu, c'est pas le métier parce que personne n'est payé pour faire de l'antenne. Les permanents qui travaillent là sont juste là pour faire en sorte que la maison s'effondre pas, qu'il y ait de l'électricité, des ordinateurs qui marchent, que les plannings soient à peu près tenus. Et le principe qui a toujours été retenu, c'est qu'il n'y a pas de rémunération pour faire ce type d'émission, sur une quelconque émission sur l'antenne. Et puis, une des autres particularités, c'est que la plupart des gens qui viennent sur l'antenne viennent suite à des formes d'engagement politique, associatif, dans les milieux culturels, ou des engagements qui sont liés aux communautés d'origine, puisque sur l'antenne, il y a à peu près un tiers des émissions qui sont en gros des émissions sociales et politiques, j'en reviendrai un peu tout à l'heure. Il y a un tiers des émissions qui sont du domaine culturel, avec beaucoup de places qui sont données ce qu'on appelle les mots sont un peu piégeux, mais aux cultures urbaines, tout ce qui est le rap, hip-hop, etc. Et puis il y a un autre tiers à peu près qui sont les formes organisées des communautés étrangères en France. Donc c'est là où on retrouve des Turcs, des Kurdes, des Malgaches, des Comoriens. Enfin bon, on a une grande diversité en gros toutes les communautés qui ont des formes d'organisation. Souvent c'est un peu c'est des survivances, des formes d'organisation liées à la décolonisation. Voilà ce type de structure-là qui viennent trouver une place sur l'antenne. Et du coup, voilà, ce sont toutes ces émissions qui produisent une information. Alors c'est une information particulièrement située. Si on prend le secteur des émissions, des émissions du domaine un peu politique et social, c'est des militants antifascistes qui font l'émission sur l'extrême droite. Il y a des chômeurs. J'ai pas d'autres exemples comme ça. C'est l'émission sur la question du chômage, de la précarité et de l'emploi. C'est un collectif de chômeurs qui vient faire ces émissions-là, qui ont acquis une certaine expertise depuis le temps qu'ils font ça, et qui font chaque semaine des émissions sur ces questions. On a voilà, ce parti pris que l'information qui est produite, les programmes qui sont produits, le sont la plupart du temps par des acteurs, soit de leur propre communauté, soit des mobilisations qu'il y a dans la région. Alors évidemment, on a des émissions de qualité aussi différentes que leur sujet, pour le dire comme ça, mais on a aussi voilà, on a des trucs qui sont aussi liés à la précarité des moyens dont disposent les gens et la faiblesse d'un certain nombre de savoir-faire. Mais on a aussi des émissions qui sont, moi je trouve, d'une très grande qualité, qui sont de très haut niveau et qu'on entend nulle part ailleurs, parce que ça n'intéresse personne d'autre. Hein, c'est pas les émissions sur le punk rock, sur la science-fiction, trucs de hip-hop dont je parlais, les trucs, il y a quelques très bonnes émissions de raga, etc. Bon, c'est des espèces de niches qui sont là, dont je trouve qu'on a des trucs assez incroyables en termes d'originalité et de qualité. Alors pour continuer à décrire un peu sur la manière dont ça fonctionne, il y a évidemment les questions financières. Alors au moment où les radios associatives ont massivement
virer leur cutie pour aller faire du commerce, pour éviter que toutes les associations, les radios associatives ne meurent, il y a un truc qui a été créé qui s'appelait le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui était un truc, qui était une sorte de taxe, qui était une taxe sur la publicité des radios commerciales. Donc on prenait un petit pourcentage à Europe 1, RTL, etc., pour permettre aux radios associatives de vivre sans publicité, donc quelque part sans aller sur le marché concurrentiel de la publicité aussi. Il y avait un intérêt à pas voir trop de monde venir sur ce marché-là. Et donc ce FSER a longtemps été ce qui a permis à très grand nombre de radios associatives en France de vivre. Alors, je vous en parlais que d'une partie, parce qu'il y a aussi un très gros réseau de radios catholiques où on passe quand même beaucoup plus de... On retransmet plus souvent la messe que les concerts de punk rock, mais donc ça je connais moins, mais il y a un gros réseau d'associations, de radios associatives qui survivent grâce à ces subventions. Et évidemment, on est pris dans une réduction des budgets, etc. De plus en plus, les dotations de fonctionnement baissent, et de plus en plus, on renvoie le financement de nos radios à des subventions sur projet. De plus en plus, on voit adosser. Alors au début, c'est des choses gentilles, promouvoir l'égalité homme-femme, promouvoir la tolérance et l'antiracisme. Bon, pas très difficile pour une radio comme la nôtre de dire qu'on fait ça et d'obtenir les subventions. Mais à partir du moment où, par exemple, en 2007, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il y a une tentation au ministère de l'Intérieur pour obtenir des subventions complémentaires, il fallait expliquer et promouvoir les politiques migratoires en France. Vous voyez que, alors je fais un raccourci, mais c'était un projet qui finalement nous impliquait un petit peu dans les détails, impliquait un petit peu ça. Et là, d'un seul coup, on bute sur ça, sur le fonctionnement par projet. C'est comme la part de plus en plus croissante des fondations, des riches fondations, dans le financement de toute une série de projets. Alors, il y a quelques années, on fait un projet autour de l'eau, l'accès à l'eau des populations, etc., financé par la fondation Daniel Mitterrand. Tout se passait bien. Puis quelques années plus tard, on a été recontacté pour faire d'autres projets. On a d'abord eu la fondation Carla Bruni-Sarkozy, pour laquelle on a été moins enthousiaste, puis la fondation Total, qui est venue nous proposer un truc sur l'écologie vue par Total, etc. Vous voyez bien qu'on est rapidement pris dans des contradictions, et nous, on essaie d'expliquer que notre projet, par exemple, c'est de faire une radio. On n'a pas des projets dans le projet, enfin, c'est pas une mise en abîme du projet, et malgré tout, ça devient difficile de financer ça. Je peux vous donner le dernier exemple en date où on a eu un petit débat entre nous, c'est que la région Île-de-France propose des subventions aux radios associatives de la région Île-de-France, donc nous, on veut bien aller les prendre, quoi. On n'est pas... On prend tout ce qu'il y a à prendre, y compris c'est la région, quoi. C'est notre argent à nous, on le revendique. Donc il y avait un truc autour du sport et tout. Puis en reprenant dans le détail, alors fallait donner un peu les résultats sportifs, c'est pas trop notre truc, mais surtout fallait faire la promotion des JO de 2024 à Paris, Île-de-France. Mais c'est un vrai problème parce que nous on veut bien en parler des JO. Et parce qu'on est contre. Enfin, moi, je suis fondamentalement contre le fait qu'on déverse des milliards d'euros d'argent public dans les poches de Coca-Cola et M&M's. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, sauf que c'était pas ça le cahier des charges. On donnait pas de l'argent pour faire en sorte qu'on parle plus souvent de sport, y compris de manière critique. Non, et vous voyez, on est pris dans ce type de contradiction. On est pris dans ce type de contradiction aujourd'hui avec mais ça ressemble beaucoup au fonctionnement des entreprises. On fonctionne par projet, on fonctionne par objectif, comme si on avait besoin d'être managé et d'avoir en permanence à faire nos preuves et en permanence renouveler la confiance qu'on veut bien nous accorder, etc. Bon, ce qui est un peu le problème. Voilà, peut-être, je sais pas, pour pas faire trop long, mais il y avait deux, trois trucs...
peut-être dire aussi que, de manière plus générale, si on bute sur ces histoires financières, il y a aussi des choses, là, quand on parle de qu'est-ce que pourrait être... comme les médias indépendants, comment renforcer tout ça. Il y a quelques petites évolutions dans la manière de faire la radio. Pendant longtemps, la radio, c'était quelque chose d'assez lourd, techniquement, technologiquement, des équipements complexes, pour monter des reportages pendant longtemps, enfin, pour ceux qui ont connu les ciseaux, puis les gros ordinateurs, etc. Maintenant, on peut monter sur un ordinateur portable de base, mais il y a une incroyable démocratisation de la pratique de la radio avec des outils numériques aujourd'hui. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on peut monter un studio radio. Il y a des outils qui ont été particulièrement simplifiés pour la transmission des flux, pour le mixage, etc. Et je trouve, j'ai l'impression, parce qu'on a participé, nous, à un projet autour, il y avait Radio Debout qui s'est mis pendant Nuit Debout, et c'était quelques bouts de ficelle, une connexion 4G, une petite table de mixage, 3 micros, un peu d'électricité ou alors une batterie de bagnole, et on réussissait à quelques-uns à faire des émissions vraiment, moi je trouvais de très bonne qualité, puis surtout dans des endroits totalement improbables, au milieu des bastons, plein de CRS, etc., de continuer à émettre et tout. Et en suivant un peu, je trouve j'ai l'impression, voilà, qu'il y a un regain, que c'est aussi une capacité à s'emparer de la parole qui est facilitée par les évolutions technologiques. Et c'est aussi un média qui a le grand bonheur d'être débarrassé de l'image. Et voilà, donc je pense... Moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la radio. Je trouve que ça excite beaucoup plus nos imaginaires que... mais après... voilà, donc je pense qu'il y a des évolutions de ce côté-là qui sont sûrement à suivre dans notre capacité à créer nos propres événements ou notre propre manière. Parfois, ça ne remplace évidemment pas les manières plus institutionnelles, les manières plus professionnelles, mais une manière de couvrir nos propres événements. Parce qu'une des limites de tout ça... de tout ça, à un moment donné, moi-même, c'est un de mes problèmes, c'est qu'à un moment donné, on bute sur la question de la professionnalisation. Faire une bonne émission, c'est des heures de travail, de préparation, lire les livres, préparer les interviews, faire des mixages, etc. Et qu'il y a un moment donné, effectivement, c'est plein de potentialités, mais à un moment donné, on en revient au fait que pour passer l'étape d'après, il faut se rappeler que tout ça, c'est un métier, que ça nécessite du temps, ça nécessite d'en faire une forme de profession pour aller au-delà de ce qu'est la radio libre. Je dis ça tout en défendant complètement ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle doit rester. C'est aussi, moi, ça me fait beaucoup penser aux fanzines en papier. C'est quand même un espace où on fait des choses à part, on fait des choses différentes, on y invente sa propre esthétique, sa propre narration, ses propres codes, et voilà. Et je trouve que tout ça, ça donne le pire parfois, mais ça donne souvent le meilleur. Et voilà, je ne saurais plus trop vous inviter à continuer à écouter ou à découvrir Fréquence Paris Pluriel et le réseau encore très vivant des radios libres. Pour exposer les propositions qu'Acrimed voudrait voir discutées sur les questions de la production, de la diffusion de l'information et de la culture, moi je vais vous dresser deux panoramas de deux univers médiatiques très différents. Celui qui prolonge l'univers actuel et qu'on aimerait bien ne plus voir, et celui qu'on espère voir un jour, pas trop lointain si possible. Donc je vais commencer par esquisser l'écosystème médiatique qu'on ne voudrait pas avoir dans le futur. Vous allez voir, c'est pas très difficile, ça ressemble à la situation actuelle. Donc imaginez que dans les grands médias détenus par les multinationales gigantesques ou les milliardaires qui les dirigent, le spectre des opinions politiques qui on voit au chapitre reste toujours aussi étroit. Invités à tour de rôle, les hommes et les femmes politiques des principaux partis, les experts intégrés au système qu'ils expertisent, les commentateurs professionnels interchangeables et les sondeurs imperturbables viennent échanger leurs points de vue jamais trop éloignés les uns des autres, sous la férule bienveillante des journalistes stars qui les invitent dans leurs émissions, leurs journaux, leurs JT, leurs matinales. À l'autre bout de la hiérarchie, des journalistes à tout faire, de l'écrit, de l'image, du son,
confectionnent les sujets que leurs chefs leur ont parfois cadrés d'avance pour tenter de mériter le salaire indécent de la pige qu'ils auront peut-être à réclamer pendant des semaines et des mois. Imaginez qu'en période de mobilisation sociale, les cadors de la profession de journaliste font preuve d'une solidarité sans faille avec ceux dont les intérêts et les positions sont menacés par le mouvement social, à savoir les puissants qu'ils fréquentent par exemple au dîner du Club Le Siècle. Lorsque ce sont les salariés des médias qui se mobilisent pour l'amélioration ou la défense de leurs conditions de travail, le soutien d'une partie de la profession n'empêche pas les protestataires d'être écrasés par des actionnaires qui peuvent encaisser un mois de grève sans sourciller, pour la même raison que Cyril Hanouna souffrirait à peine d'une trépanation. Ce n'est pas avec ça qu'il gagne de l'argent. Imaginez que les journalistes copistes qui bâtonnent les dépêches d'agences, qui remplissent les fils d'information des sites de presse, leur timeline Twitter, leur page Facebook, continuent de faire le travail qu'ils peuvent, un travail souvent dénué de sens, aboutissant à des publications régulièrement mal étayées, parfois trompeuses, voire mensongères. Imaginez que le journalisme de préfecture a toujours cours, tant les sources policières et plus généralement institutionnelles sont des gisements indispensables pour les médias qui produisent de l'information sur un mode industriel, grande quantité, bas coût et souvent mauvaise qualité. Imaginez que les œuvres de création audiovisuelle restent appelées des contenus ou des produits culturels et que leur développement et leur diffusion reposent toujours quasi exclusivement sur le secteur marchand et ces conglomérats gigantesques qui possèdent parfois toute la filière, depuis le copyright sur l'idée originale d'un scénario jusqu'à la fibre optique qui l'amène à la box de votre salon. Imaginez que quelques animateurs producteurs et une poignée de maisons de production se partagent l'essentiel de la production d'émissions d'information et de divertissement et facturent parfois leurs prestations à millions à des chaînes privées comme publiques. Lorsqu'elles atteignent une certaine taille, ces maisons de production peuvent parfois organiser des systèmes de promotion croisée où les présentateurs de certaines émissions viennent faire leur publicité dans celles des autres. Imaginez que les entreprises américaines qui organisent les énormes flux de trafic sur Internet avec leurs algorithmes, les GAFA, celles qui ont acquis leur place centrale en proposant des nouveaux services en ligne gratuits à tout le monde avant de revendre les audiences qu'ils avaient captées aux annonceurs, ces entreprises immensément riches continuent de payer des impôts dérisoires sur les profits gigantesques, engrangés notamment grâce à des vidéos, des articles et des podcasts pour lesquels elles n'ont pas déboursé un centime. Mais elles participent toujours financièrement à certains projets qu'elles choisissent, comme l'Inénarrable des codex du monde dont on parlait tout à l'heure, notamment financés à travers le Fonds pour l'innovation numérique dans la presse, qu'on appelle aussi le Fonds Google. Imaginez que les blogs, les chaînes YouTube, les autres médias indépendants, les sites internet, journaux, les radios, les web radios, les chaînes télé locales, ne reçoivent toujours pas d'argent public, ou à peine, et qu'elles dépendent donc toujours au choix de l'énergie des personnes qui les font vivre et qui les animent, de l'argent d'investisseurs, de la publicité, et plus rarement de leurs lecteurs via des abonnements ou des campagnes de dons. On peut cocher plusieurs de ces cas, bien sûr. Imaginez que les médias de masse diffusent toujours à la masse de leurs spectateurs, de façon plus ou moins insidieuse, les représentations dominantes de la norme, notamment des représentations sexistes ou racistes. Les membres de ce qu'on appelle les classes populaires, qu'on pourrait appeler la plupart des gens, tant il est probable de tomber sur une de ces personnes en choisissant au hasard dans la rue, même dans beaucoup d'endroits de Paris, mais pas partout, c'est vrai. Ces membres des classes populaires donc n'ont qu'exceptionnellement l'occasion de s'exprimer dans les médias, et encore moins de produire de l'information. La normalité continue donc d'être l'homme hétérosexuel blanc des milieux les plus aisés, et les personnes assignables à d'autres catégories continuent d'être moins présentes, sinon totalement absentes, et sont invitées préférentiellement à jouer certains rôles bien précis, notamment le rôle de représentant de la catégorie à laquelle on les assigne. Au passage, on peut quand même remarquer que la question de la prépondérance des hommes n'est pas réglée non plus ici. Bref, pas besoin d'une imagination particulièrement fertile. Dans ce monde-là, tous les mécanismes qui régissent le monde des médias, et qu'Acrimed et d'autres tentent de dévoiler et d'expliquer, restent intacts. En se plaçant dans une autre grille d'analyse qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine, on dira que les filtres qu'une information doit passer pour devenir connue et débattue dans l'espace médiatique restent ceux décrits par Noam Chomsky et Edouard Herman dans leur livre « La fabrication du consentement », paru en 1988. Et donc, allons-y pour les utopistes, parce que, autant le dire maintenant, on va passer à l'autre tableau, et quitte à enfoncer des portes qui seraient déjà grandes ouvertes, les évolutions du paysage médiatique dont je vais vous parler maintenant, qui nous semblent souhaitables, dépendent sans doute de l'évolution des rapports de force à l'intérieur du monde des médias, et c'est pour ça que c'est intéressant de suivre les mobilisations des salariés des médias, mais la possibilité de ces évolutions souhaitables dépend également, et peut-être même davantage, de l'état des rapports de force politiques globaux.
Et il y a besoin, à mon avis, de convaincre personne que les rapports de force actuels doivent être inversés dans les grandes largeurs pour que ces évolutions souhaitables puissent advenir. Mais il est aussi permis de penser qu'en rendant ces évolutions souhaitables souhaitées par un grand nombre de gens, Acrimed et toutes les autres forces qui y travaillent participeraient à leur niveau respectif à cette tentative d'inversion. Donc comme pour le côté sombre, je vais vous dresser un tableau. Celui-ci va nécessiter bien plus d'imagination de votre part, vous en doutez, parce qu'il s'agit de peindre un autre monde médiatique en tout cas. Et il s'agit de le peindre un peu grossièrement, parce que un certain nombre des éléments précis de nos propositions restent à discuter et sont en débat à l'intérieur même de l'association. Imaginez donc, si les médias existent, si les médias privés existent toujours, puisqu'ils existeront sans doute toujours, ils ne peuvent plus recevoir d'aide publique, et la surface et la durée des messages publicitaires y sont encadrés, notamment autour des programmes destinés aux enfants, où la publicité est simplement proscrite. Surtout, une loi abaisse les seuils de concentration autorisés en imposant des maxima de capital, de part des entreprises détenues, des maxima de nombre de titres et de canaux, et des maxima d'audience et de diffusion. Cette loi interdit également la possession d'actifs médiatiques aux firmes largement présentes dans d'autres secteurs d'activité économique, et en particulier les secteurs dépendants de la puissance publique, que ce soit les marchés publics comme le BTP ou l'armement, ou des marchés dépendants de la régulation publique comme les télécoms. Mais le mouvement de concentration est plus fondamentalement enrayé parce qu'on s'attaque à son moteur, qui est la financiarisation des médias, c'est-à-dire leur orientation vers le profit. Il s'agit donc de permettre le développement d'un secteur médiatique à but non lucratif, aussi large que possible. C'est pourquoi l'ensemble des financements publics sont intégralement destinés aux médias, l'ensemble des financements publics aux médias sont intégralement redirigés vers un service public de l'information et de la culture, qui est le pilier permettant le développement de ce secteur médiatique non marchand. Ce service public de l'information et de la culture est adossé à deux formes d'appropriation des médias. Un pôle public à proprement parler, dont les missions sont ambitieuses et les moyens adéquats, et ce que nous appelons le tiers secteur, constitué de médias associatifs ou coopératifs, disons de médias indépendants, locaux ou nationaux, le type de variété de médias qu'on retrouve chez les membres de la coordination permanente des médias libres. Ces sites d'information, journaux, papier, radio, télé à but non lucratif, sont un vivier de producteurs et de productrices d'informations dont le développement est un levier majeur pour accroître le pluralisme sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois le pluralisme des courants de pensée et d'opinion auxquels on pense en général, mais aussi le pluralisme des informations et des formes de journalisme, le pluralisme des goûts, le pluralisme des cultures. Le soutien à ces médias est financier par les aides publiques, les emplois aidés et le fonds de soutien, par exemple, dont on a parlé avec une taxe sur les ressources publicitaires. Il est aussi matériel avec l'attribution de fréquences et de canaux. On a donc ce service public de l'information et de la culture avec ces deux piliers, les médias publics et les médias du tiers secteur. À ce stade, il est légitime de se demander qui prend les décisions et qui les fait appliquer. C'est-à-dire qui fait appliquer les lois anti-concentration, qui impliquent au passage des mesures d'audience, qui contrôle la publicité, que ce soit les normes des messages, les conditions de diffusion, qui contrôle le pluralisme des médias, qui définit les modalités du financement public des médias, à qui est confiée la gestion des moyens publics de production et de diffusion, notamment les canaux et les fréquences radio. Bref, à qui confie-t-on la régulation du secteur public, médiatique, du secteur médiatique en général. Ce ne peut être qu'à une autorité de régulation publique indépendante, et c'est une instance que nous appelons à Acrimed le Conseil national des médias. Cette vénérable institution, dont la composition précise peut être discutée, associe des salariés des médias, journalistes ou pas, des élus et des usagers des médias. Ces missions sont inscrites dans la Constitution, ce qui donne un sens à l'idée de quatrième pouvoir, et elles s'appuient sur des conseils régionaux des médias qui sont notamment compétents pour les médias locaux. Ce Conseil national des médias remplace le CSA qu'il surpasse à tous les niveaux. Premièrement, il est véritablement indépendant du pouvoir politique. Deuxièmement, il a véritablement des pouvoirs pour mettre en application ses décisions. Et troisièmement, tous les médias font partie de son périmètre d'action. Ce Conseil favorise donc l'épanouissement d'un secteur médiatique pluraliste et indépendant. Et je voudrais m'arrêter une seconde là-dessus parce que le manque de pluralisme et l'indépendance, ce sont des éléments sur lesquels on revient constamment à Acrimed, peut-être au point que ça puisse devenir lassant, et peut-être certains d'entre vous considèrent que ces éléments sont à Acrimed ce que la franc-maçonnerie ou le marché de l'immobilier peut être à l'Express. Mais il faut quand même, à mon avis, insister là-dessus. Parce que si on les relève en permanence, c'est parce que c'est des problèmes omniprésents qu'on constate presque en permanence dans la production médiatique que nous observons. Et donc confier à un Conseil national des médias les missions d'instaurer et d'entretenir un vrai pluralisme sous toutes ses formes
et de favoriser l'émergence de médias indépendants, c'est lui confier des tâches absolument décisives qu'il ne peut d'ailleurs pas remplir tout seul. Par exemple, sur la question du pluralisme, le développement d'un tiers-secteur solide est primordial. Quant à l'indépendance des rédactions, de façon plus générale, elle passe par leur capacité à se défendre des tentatives de mise sous tutelle. C'est pourquoi, quel que soit le mode d'appropriation de leurs médias, toutes les rédactions sont dotées d'un statut juridique permettant aux salariés de se prononcer sur l'orientation éditoriale de leurs médias, sur les choix économiques et sur l'organisation générale de la rédaction, en s'opposant par exemple à la nomination d'une chefferie dont l'indépendance semblerait douteuse. Ce statut leur donne aussi, voire surtout, la possibilité de débattre et de décider collectivement de leurs pratiques pour éventuellement mettre fin à certaines d'entre elles qui sont en contradiction plus ou moins flagrante avec la déontologie professionnelle, comme le bâtonnage de dépêches, les reportages après une heure passée dans un quartier populaire où on n'avait jamais mis les pieds, ou le journalisme de préfecture ou de commissariat. Ce statut d'entité collective ayant les moyens de faire appliquer ses décisions quant à son fonctionnement et ses pratiques peut servir de support à une contestation interne des journalistes serveurs de soupe, en les détrônant de leur position de pouvoir dans la rédaction. Des irritants, comme disait Fernand. Toujours pour combattre les pratiques contraires à la déontologie, dont ils peuvent être témoins ou qu'on peut leur imposer, les journalistes peuvent également s'appuyer sur une charte de déontologie qui est désormais annexée à leur convention collective. Je vais terminer avec une dernière mission qui pourrait être confiée au Conseil national des médias, qui serait de garantir la liberté sur Internet et la neutralité d'Internet. Parce qu'évidemment, il faut que les GAFA payent des impôts à la hauteur des immenses profits qu'ils réalisent. Évidemment, il faut qu'ils rétribuent les producteurs des contenus qu'ils monétisent par la publicité. Mais il faut aussi absolument envisager le développement d'alternatives au secteur marchand dans ce domaine-là aussi, dans le domaine des plateformes et des outils de partage numérique. Et donc, le Conseil national des médias pourrait subventionner des collectifs associatifs, coopératifs, qui travailleraient à la création et au renouvellement de ce type d'outils et de plateformes, avec un cahier des charges où on retrouverait en bonne place l'obligation de l'open source, l'absence de publicité et le respect absolu des données personnelles des utilisateurs. Voilà donc le tableau très général, parfois un peu imprécis, que nous proposons d'envisager et de discuter, et ce essentiellement pour deux raisons. D'une part pour notre santé mentale, parce qu'observer les médias actuels et leur travers au quotidien donne nécessairement l'envie de construire un projet pour en sortir. Et d'autre part, bien sûr, parce que si un autre monde est possible, d'autres médias le sont aussi. Et pour qu'un autre monde advienne, d'autres médias doivent pouvoir s'épanouir.